Comment avoir une très vaste culture générale? Briller dans une leçon de lettres-philosophie ou dans une dissertation, qu'elle soit ou non sur programme. Il n'est pas du tout impossible, en 2 ans, surtout si l'on a moins de 20 ans, ou même en 1 an parfois, d'acquérir une vaste culture générale et en tout cas qui vous permette d'exceller dans ses oraux et ses écrits. Pourtant, tout le monde ne brille pas comme certains intellectuels, comme certains conseillers politiques, comme certains professeurs très célèbres pour leur très vaste culture. Alors, quel est leur secret? Ils ont en réalité 4 secrets. Ce sont aussi d'ailleurs des conseils pour travailler la culture générale des concours. Le premier conseil, le premier secret, c'est de lire et d'avoir une familiarité avec les livres. Il y a chez les très grands intellectuels et les hommes très cultivés, les esprits universels, encyclopédiques que l'on connaît et qui ont traversé l'histoire d'ailleurs, il y a une familiarité avec les livres, la fréquentation des bibliothèques, des librairies, la compulsion de livres papier. En effet, Internet ne vous permet pas d'atteindre le degré de culture que la simple fréquentation des livres vous permet d'avoir. D'abord, il y a un plaisir à compulser le livre, et puis il y a une familiarité de l'objet qui fait que la culture ne vous impressionne plus. Alors, allez dans les bibliothèques, allez dans les librairies, achetez des livres, lisez le soir, lisez le plus possible. C'est qu'en réalité, la mémoire, et les neurosciences le prouvent, est faite de telle manière que l'on retient ce qui est sur une page imprimée différemment de ce qui est sur un écran. On le retient beaucoup mieux. Et vous verrez, vous avez peut-être déjà expérimenté, on retient même l'endroit sur la page. Et quelle page, celle de gauche ou celle de droite, est l'idée que vous avez retenue. Si vous recherchez dans un livre un passage que vous avez lu, en général, même si le livre fait 500 pages, vous mettez très peu de temps à le retrouver, parce que vous avez une mémoire visuelle, et cette mémoire visuelle a imprimé la page. Ça vous montre à quel point la mémoire est ancrée dans un processus très matériel qui fait que quand vous allez indexer une idée, eh bien, si vous l'avez lue dans un livre, vous la retiendrez beaucoup mieux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je conseille aussi de prendre des notes manuscrites. Faites vos fiches à la main. Vous retiendrez très bien ce que vous avez vous-même écrit. Par ailleurs, il y a un système en général d'abréviation et ça va participer, avec le plaisir de lire et le plaisir d'avoir des livres, à étendre beaucoup plus facilement votre culture. On n'a jamais vu de personnes cultivées sans une vaste bibliothèque. Deuxième secret, peut-être un des plus importants de mon point de vue. Il faut que vous fassiez jouer les marges des disciplines. Ainsi, la littérature, la philosophie, l'histoire de l'art, la Bible, la musique, tout cela doit dialoguer ensemble. Alors, j'ai une œuvre à vous conseiller pour tout cela. C'est le Lagarde et Michard. Le Lagarde et Michard, c'est une anthologie littéraire par siècle, chronologique, j'y reviendrai, mais qui fait surtout dialoguer ensemble tous les arts. Ces volumes, par siècle, possèdent des tableaux synthétiques dans lesquels vous trouverez les événements politiques, les événements historiques, les œuvres littéraires, mais aussi les œuvres philosophiques, les œuvres picturales et les œuvres musicales qui ont été composées au même moment. N'oubliez pas aussi que les grands mouvements artistiques, intellectuels et philosophiques européens sont transversaux. Prenez Léonard de Vinci et la Renaissance, prenez le baroque, et le romantisme est le mouvement syncrétique par excellence. Dans mes cours, c'est ce que je pratique d'ailleurs. Je fais par exemple des séances au Champeau dans lesquelles j'utilise sur un thème, sur le thème de l'année des prépa HEC, qui est un thème en général assez philosophique, mais qu'on peut traiter aussi un peu de manière littéraire, et je fais dialoguer ces idées philosophiques et littéraires avec le cinéma, avec les films, des films qui sont choisis justement pour pas illustrer, mais montrer comment le cinéma pense de manière un peu différente ces idées. Par ailleurs, lorsque vous allez faire dialoguer ainsi les arts, les idées, la philosophie et les différentes disciplines, vous allez trouver un certain plaisir parce que il y a de la curiosité dans la manière de rapprocher ainsi des approches différentes. Et puis peut-être qu'il y en a qui vous plaisent plus que d'autres. Vous pouvez les privilégier. N'oubliez pas de privilégier le plaisir et la satisfaction de la curiosité dans ce genre de pratique. Troisième conseil, et ça c'est très important, c'est vraiment un secret appliqué par toutes les personnes dont je vous parlais, que vous preniez Diderot, Pascal ou Jacques Attali aujourd'hui, eh bien elles ont appréhendé tout cela de manière chronologique. Parce que autrefois, on vous apprenait les choses de manière chronologique à l'école, au collège, au lycée. Ainsi, notre esprit savait tout de suite situer un auteur par rapport à ce qui l'avait précédé
et ce à quoi en général il répond, et par rapport à ce qui le suivait et qui va lui répondre justement. Sans la chronologie, on ne peut pas comprendre la philosophie. La philosophie s'explique par une évolution des idées avec des philosophes qui se répondent les uns les autres. Vous ne pouvez pas comprendre l'évolution de la métaphysique en phénoménologie si l'on n'est pas passé entre les deux par l'empirisme. Il faut de la chronologie pour comprendre les idées. C'est la même chose pour la littérature. Alors Eugenio Dors parlait d'ailleurs d'un mouvement de balancier entre des formes baroques et des formes classiques. Ce mouvement de balancier, effectivement, est éternel et passe et repasse. Et en même temps, ces formes baroques, ces formes classiques, elles ne sont pas les mêmes quand il s'agit de l'Antiquité classique, puis du Moyen-Âge, qu'on pourrait qualifier de baroque, c'est-à-dire le mélange des styles. Puis à nouveau, on revient au classicisme. Et puis, on a à nouveau le baroque, et puis encore le classicisme, et puis le romantisme. On est toujours aujourd'hui dans le romantisme. Pour ancrer dans votre mémoire les auteurs, les œuvres, les mouvements, leur signification et toute la manière dont vous pouvez les réutiliser dans un sujet, il faut que vous ayez en tête cette chronologie. Souvent, on vous enseigne les choses de manière thématique et c'est assez catastrophique parce que si vous tombez sur une leçon dont vous avez déjà traité le thème, très bien, vous aurez les références. Mais si c'est quelque chose qui sort un concept un peu plus particulier, vous ne pouvez pas aborder tous les textes de manière thématique, eh bien, vous allez être perdu. Alors que si vous avez tout abordé de manière chronologique, eh bien, vous pouvez réutiliser les idées et les réutiliser de la bonne manière, à vrai dire. Notamment parce que, par exemple, en dissertation, il faut que la troisième partie, en général, soit de la phénoménologie, soit phénoménologique, parce que la phénoménologie fait la synthèse des mouvements intellectuels, philosophiques qui précèdent. Et ainsi, la chronologie, c'est aussi la logique, d'ailleurs, de la dialectique. Alors, si jusqu'à présent cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez aussi rejoindre ma formation à l'Institut Cratil qui est fondée sur ce principe de la chronologie. Vous retrouverez d'ailleurs la chronologie dans le Lingard des Michards, qui est absolument chronologique, et à l'intérieur de la chronologie de chaque siècle, vous avez l'évolution des genres. Ça, c'est une excellente manière de comprendre la littérature, de l'ancrer dans sa mémoire et de pouvoir la réutiliser. Je ne connais pas de personne qui ait une vaste culture générale dont l'apprentissage n'ait pas été fondé sur le principe de la chronologie. Quatrième secret, celui que vous trouvez aussi chez tous les êtres extrêmement cultivés. Ils ont un modèle, ce qu'on appelle aujourd'hui un mentor. Ça peut être un intellectuel actuel comme Nassim Taleb, ça peut être Umberto Eco qui vient de mourir, ça peut être un encyclopédiste d'ailleurs, ancien, Blaise Pascal, Sartre, voilà des esprits encyclopédiques. Ce dont ils vous servent finalement, c'est de double. Vous vous identifiez à eux, vous vous coulez dans leur vision de la culture, de la littérature, de la philosophie, et petit à petit, assez rapidement, vous pouvez acquérir la même qu'eux. Moi, personnellement, mon modèle a été Blaise Pascal, quand j'étais étudiante et quand j'étais lycéenne même. Blaise Pascal, qui est à la fois mathématicien, physicien, un des plus grands écrivains qui soit, le modèle de tout manuel de rhétorique, philosophe, théologien, et puis qui était aussi homme d'affaires. Il a inventé les taxis. Il a inventé aussi, bien sûr, la machine à calculer. Et j'adorais cette anecdote qui racontait que son père, qui appliquait la méthode de Montaigne pour son éducation, lui avait fait commencer par les langues et refusait de lui enseigner les mathématiques. Mais son père était mathématicien et Pascal était très curieux. Et donc il écoutait en cachette les réunions de son père avec les mathématiciens de son temps et puis il s'amusait à faire tout seul des mathématiques par sa seule curiosité et l'écoute des réunions. Et un jour, son père l'a surpris en train de redémontrer la 11e proposition d'Euclide, la somme des angles d'un triangle égale à 180 degrés. Il avait 9 ans. Son père a alors décidé que peut-être il était temps quand même de l'initier aux mathématiques. J'adore cette anecdote parce qu'elle vous montre qu'il n'y a rien de rigide, de systématique. Le père de Pascal lui avait d'abord refusé les mathématiques parce que cela ne correspondait pas aux préceptes de Montaigne. Montaigne avait raison de dire qu'il fallait commencer par les langues. Parce que quand on est très jeune, on a une plasticité frontale très importante qui permet d'apprendre des centaines, en tout cas des dizaines très facilement, de langues. Les mathématiques supposent un esprit logique, déductif, fondé d'ailleurs sur la chronologie, cause-conséquence. Montaigne considère que cela vient plus tard. Mais on voit bien que sur un esprit curieux, dont le cerveau a été formé aux langues, a été formé à l'apprentissage, eh bien en réalité, on peut tout à fait sauter les étapes et aller beaucoup plus vite. C'est la même chose qui va se passer pour vous.
Si vous commencez à travailler de manière chronologique, en vous intéressant véritablement au texte, en compulsant des livres, en fréquentant au fond cet habitus qui est celui de l'intellectuel et de la personne cultivée, eh bien très vite vous allez brûler les étapes et vous n'allez pas en revenir de votre propre culture au bout de quelques mois. Voilà les 4 secrets des personnes les plus cultivées de ce monde que vous pouvez appliquer pour travailler vous-même la culture générale des concours.